Bienvenue sur le plateau pour Madrid et bien évidemment nous sommes à la 7e ville de direct, 8e heure de direct depuis ce matin pour le 10e anniversaire des 24 heures chrono de l'International dans les locaux de TV5 Monde et bien évidemment vous pouvez nous suivre sur hashtag 24 heures chrono TV qui s'affiche juste en bas de cet écran. Pour Madrid, j'ai quelques complices, bien évidemment, que nous connaissons bien maintenant. Alors, Francisco Quiroga, bonsoir. Bonsoir. Philippe, donc vous êtes, vous, expert comptable basé et à Paris et en Espagne. Oui. Bonsoir. Sabino. Voilà. Bonsoir. Donc, Office des formalités. Absolument. Et Guillaume Gibon, qui lui travaille avec l'Espagne comme une plateforme pour partir vers d'autres aventures. Exactement. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, Francisco, cette année, Madrid, vous pouvez nous dire un peu, nous présenter un peu Madrid, parce que bien évidemment, c'est la capitale espagnole, mais chaque année, vous nous dites que la ville qu'on présente est la ville d'importance en Espagne. Alors, quelles sont les qualités de Madrid ? Il est évident que les villes espagnoles qui ont été présentées auparavant étaient des villes importantes. Et Madrid est néanmoins la capitale qui représente 0,1% du territoire national et 7% de la population qui y habite. Donc, c'est déjà un ordre d'idée. En même temps, c'est actuellement la ville qui a, la communauté autonome et la ville, parce qu'il y a la ville et la communauté autonome, et qui a aujourd'hui les PIB les plus importants d'Espagne. Elle était en concurrence avec la Catalogne, mais cette année 2015, il y a eu des petites variations dans la croissance. Madrid a fini l'année 2015 avec 3,2% de croissance. 3,2% de croissance. C'est quand même pas mal. C'est très très bien. Et cela veut dire que le PIB il a à nouveau augmenté et il arrive aujourd'hui à un peu plus de 200 000 millions d'euros. Et c'est quand même 14% du PIB espagnol par rapport à l'Espagne globalement. Et il y a chaque année plus de 11 000 entreprises qui sont créées à Madrid. Cela donne une idée de la dynamique, de la capitale. De la capitale. Et il faut dire aussi par rapport à l'Espagne, puisqu'on parle beaucoup de l'Espagne et de la situation économique, que le taux de chômage à Madrid, global, il est de 15%, 15, un peu %. Mais si on analyse par rapport à la population, au niveau des universitaires, des gens qui ont des diplômes supérieurs, le taux de chômage à Madrid, il est de 8%. D'accord. On va justement aller voir, interroger Christine Toudic. Donc Christine Toudic est consul générale de France à Madrid. Madame le consul, combien de Français compte aujourd'hui la communauté française à Madrid ? Bonjour, je suis donc Christine Toudic, consul générale de France à Madrid. Et je vais effectivement vous parler de cette communauté française que j'administre, qui est de l'ordre de 11 500 inscrits au registre à Madrid. Donc c'est une grosse population française, puisque c'est environ 12% de la communauté française établie en Espagne. Alors cette population française de Madrid, elle est majoritairement féminine. Puisque les femmes sont 53% contre 47% d'hommes, ce qui est assez intéressant à constater parce que ce n'est pas le cas partout dans le monde. C'est une population qui compte un tiers de doubles nationaux, ce qui est aussi intéressant à relever parce que ce n'est pas le cas non plus dans le reste du monde. C'est un faible taux de binationaux. Et c'est surtout une population qui est assez stable puisque 72% de ces inscrits le sont depuis plus de 5 ans. Donc ça veut dire par d'évolution qu'ils sont là depuis plus de 5 ans, mais certainement depuis plus de 10 ans et certainement depuis beaucoup plus en fait. La population de Madrid est vraiment une population installée depuis longtemps. Elle est en légère diminution depuis 2 ans, enfin 4,7% en 2013 et 1,7% en 2014. C'est évidemment l'effet crise économique qui a touché l'Espagne de façon très sévère, qui a donc découragé un certain nombre de nos compatriotes.
Mais c'est purement conjoncturel parce que cette année, on sent déjà que cette décrue est en train de s'arrêter. Et probablement observera-t-on même une nouvelle augmentation. Mais en tout cas, c'est vraiment conjoncturel parce que depuis 20 ans, la population française de Madrid avait été multipliée par 3,5. Donc les deux chiffres de baisse que j'ai annoncés sont vraiment peu significatifs par rapport à la stabilité d'avant. Que dire par ailleurs de cette population? Parler de son âge, elle est quand même relativement jeune, puisqu'elle compte 23% de très jeunes, donc de 0-18 ans, mais surtout plus de la moitié d'entre elles a entre 25 et 60 ans, ce qui est signe d'une vitalité. Et surtout, elle ne compte que 20% de retraités, ce qui, par rapport à la population française d'Espagne, et notamment sur les côtes, est très en deçà du chiffre moyen. Alors, Philippe Araújo, vous êtes, comme on le disait en introduction, expert comptable, président de l'ordre des experts comptables en France. Donc vous êtes basé en France et en Espagne. La taille du cabinet, globalement, mondialement? Alors c'est un cabinet qui a démarré à zéro. Moi, quand j'ai eu terminé mes études et mon diplôme en France, j'étais au pied des Pyrénées. J'ai toujours bercé dans ma jeunesse. J'étais bercé de cette culture espagnole. Et donc j'avais à cœur de franchir les Pyrénées. Et donc j'ai démarré mon cabinet en partant de zéro, dans un pays où personne ne m'attendait, où je suis allé en Espagne, accueillir des Français, puisque c'était au moment où l'Espagne rentrait dans l'Union européenne. Ah oui, l'histoire, c'est que vous avez commencé en Espagne. Oui. Et ensuite, vous êtes revenu en France. Je suis revenu en France parce que ça avait du sens d'être des deux côtés de la frontière pour des Français, pour un service vraiment franco-espagnol. Donc vous accompagnez vraiment les entreprises françaises à s'implanter en Espagne. Voilà, et je suis donc économiste en Espagne. Je suis aussi auditor de cuentas, c'est-à-dire commissaire aux comptes. Donc je suis, à titre personnel, l'un des rares professionnels en activité dans les deux pays. Alors, pour rebondir sur ce que disait Madame la Consul, vous me parliez en intro justement de la dynamique de l'Espagne et de Madrid en particulier. Francisco nous en disait un mot. Justement, comment vous vivez les choses? Alors, bien évidemment, une rétractation il y a quelques années. Aujourd'hui, vous en pensez quoi? On voit l'Espagne repartir. On voit une dynamique, vous l'avez dit, en Espagne que peut-être on ne voit pas en France. En tout cas, moi qui suis des deux côtés, acteur et observateur des deux côtés, je peux faire la comparaison, mais il me semble qu'il y a aujourd'hui un état d'esprit et une volonté d'aller de l'avant qui porte les germes d'une reconquête, d'une dynamique économique, peut-être plus que ce que l'on voit en France. Donc moi, je suis assez confiant sur les perspectives de l'Espagne. Et ça a été dit, 3% de croissance en fin d'année 2015 et des perspectives qui viennent d'être d'ailleurs revues à la hausse par l'OCDE sur les croissances 2016 et 2017. Donc l'Espagne, aujourd'hui, est repartie de l'avant. Et moi, je suis confiant. C'est pas tout à fait l'image qu'on en a au quotidien. En étant sur place, quand même, on observe... Non, mais en étant en France, j'entends. Oui, voilà. Alors, c'est peut-être un message à faire passer à nos amis français. Venez en Espagne. Francisco, un commentaire sur l'intervention de Philippe. Alors, il est vrai qu'il y a quand même 11 500 Français dans la communauté de Madrid. Il y a autant dans différents villages d'Espagne, dans villes d'Espagne. Et ce démarrage qu'on attendait depuis longtemps, je crois que cette année 2016 devrait être un signal. Pas seulement pour les Français, mais en tout cas pour les Français d'abord. Très bien, merci. Alors justement, on va aller interroger Bertrand Barthélémy, qui est directeur de la Chambre de commerce et d'industrie franco-espagnole. Quels sont les secteurs porteurs pour les entrepreneurs français qui désireraient s'implanter à Madrid? Alors, pour ce qui est des niches, des secteurs porteurs à exploiter pour un entrepreneur français qui s'installe, alors je dirais en Espagne, en règle générale, donc que ce soit à Madrid, Valence, Malaga, Valladolid, ou les villes que j'ai citées précédemment. D'abord, en remarque générale, je dirais que, indépendamment du secteur, une entreprise qui a un bon produit, qui se dote de moyens nécessaires pour arriver à le commercialiser et à l'adapter au marché espagnol, a toutes ses chances.
Sinon, il est clair que nous notons des secteurs dans lesquels il y a beaucoup plus de synergie entre la France et l'Espagne et un fort potentiel en Espagne pour des entreprises françaises qui s'y installent, qui peuvent être par exemple le secteur aéronautique et aérospatial, l'automobile, les biens de consommation en général, la distribution, le e-commerce, la cosmétique, les nouvelles technologies. Il y a franchement beaucoup de secteurs dans lesquels une entreprise qui a un bon produit peut opérer. Merci, Monsieur Bertrand Barthélémy. Alors, de retour sur le plateau. Alors, Sabino, vous êtes chargé d'accompagner un peu, mais des deux côtés des Pyrénées, comme indiqué, mais plus sur la partie création. Absolument. Donc, c'est l'Office. Dites-nous en quelques mots. Alors, l'Office des formalités, effectivement, est une porte d'entrée dans les deux sens, puisque nous sommes contactés... je ne dirais pas au quotidien, mais presque par des entreprises espagnoles qui veulent s'implanter en France. Donc nous sommes chargés par ces entreprises de leur trouver le moyen le plus approprié. Généralement, ça commence tout simplement par une inscription à l'URSSAF du Bas-Rhin, l'URSSAF des sociétés étrangères, pour avoir un premier salarié. Et très rapidement, dans l'année, ils montent une SAS, une filiale, etc. Dans l'autre sens, dans le sens France-Espagne, là, notre rôle consiste surtout à les présenter à una gestoria, à un assesseur, qui va les accompagner sur place, sachant qu'en Espagne, il y a des petites contraintes. Je vais en dire une ou deux. Pour les Français, c'est tout simplement qu'il faut d'abord qu'ils aillent faire un NIE, le numéro d'identification d'étranger. C'est au commissariat, il faut y aller avec son passeport, sa pièce d'identité, 200 €. Ça, c'est pas trop lourd à faire. Ensuite, il faut déposer 3 noms au Registro Mercantil, au registre du commerce. C'est pas comme en France où on propose et c'est accepté. Là-bas, il faut proposer 3 noms. Il y en a un qui sera accepté. Ensuite, il faut ouvrir un compte bancaire. Et enfin, et c'est là la contrainte, c'est qu'il faut passer forcément devant un notaire avec l'ensemble des associés pour signer les statuts. En France, vous envoyez par mail, l'avocat, l'expert comptable notaire envoie par mail à son client, il le signe tranquillement avec ses associés et il en fait le retour. Mais je pense que notre ami Raoult... Alors justement, vis-à-vis de vos clients actuellement, sur les secteurs porteurs que vous voyez se développer en Espagne ou alors à Madrid, dans le sens France-Espagne, c'est le photovoltaïque, c'est l'éolien également. C'est surtout dans ce sens-là, puisqu'il y a quelques années, en France, il y avait une défiscalisation, c'était le contraire. C'était les entreprises espagnoles qui essayaient de venir en France. Et lorsque l'incitation fiscale n'a plus existé, les sociétés espagnoles ont fermé ici, sont revenus en Espagne, et du coup, les sociétés françaises essayent d'avoir des parts de marché. Revanche. Exactement. Mais c'est de bonne guerre. Alors, vous, en tant qu'expert comptable, quels sont vos sentiments vis-à-vis de ces secteurs porteurs ? Moi, ce que je vois, ça a été mentionné, c'est le tourisme qui reprend, peut-être qui s'explique par des difficultés autour du bassin méditerranéen qui recentre les fréquentations vers l'Espagne. Enfin, en tout cas, cette année... Un pays ensoleillé, quand même. Cette année, ça a bien fonctionné. Donc, le tourisme, l'immobilier. L'immobilier est un marché qui repart parce que les prix étaient certainement exagérés il y a quelques années et ils se sont un peu effondrés, mais suffisamment pour enclencher une reprise, une dynamique. Et donc là, on voit des investisseurs étrangers s'intéresser à l'immobilier, notamment dans les grandes villes, à Madrid, Barcelone et d'autres. Et puis après, les secteurs qui sont liés à l'évolution de notre société, et je pense notamment au numérique. Donc nous voyons quelques entreprises françaises, alors ça aussi c'est intéressant à souligner, venir en Espagne chercher des compétences en ressources humaines, parce qu'avec le marché de l'emploi, il y a beaucoup de chômage, ça a été mentionné, eh bien on arrive à trouver des gens de qualité bien formés. Avec des prétentions salariales raisonnable, on va dire. Ce qui peut être une bonne raison de venir chercher en Espagne cette compétence, pas forcément pour le marché espagnol, mais aujourd'hui avec les plateformes et Internet, depuis l'Espagne, on peut travailler pour le monde entier. Alors, après quelques instants de publicité, on va revenir avec notre ami Guillaume sur justement comment travailler avec l'Espagne un peu différemment. À tout de suite.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour Madrid. Donc, nous accueillons bien évidemment notre 4e invité, donc Guillaume Gibon. Alors, Guillaume, vous voyez l'Espagne un peu différemment et en complément. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus comment utiliser notre implantation en Europe via l'Espagne pour aller plus loin? Effectivement, François. Notre cabinet de conseil en stratégie, croissance et territoire, s'appuie sur ses partenaires commerciaux, notamment à Madrid, qui sont des cabinets d'avocats, que sont également des gestoria, et qui nous facilitent la mise en relation avec des clients en Amérique du Sud. On travaille aussi avec la Chambre de commerce latino-américaine de Paris, et notre offre de service s'adresse aujourd'hui aux investisseurs individuels non européens, donc sud-américains par exemple, ou chinois, qui veulent faire un investissement dans l'économie française, contribuer à la création d'emplois et candidater à l'obtention d'un titre de séjour. Donc on est sur une offre de service clé en main, d'accompagnement vers l'économie productive qui permet à ces investisseurs étrangers de s'instancier en France et aussi en Europe. Pourquoi pas demain avoir des investissements secondaires vers l'Espagne, puisque le marché de l'immobilier notamment est très porteur. Alors, justement, Francisco, vous êtes président de la Chambre latino-américaine à Paris. Cette vision de l'Espagne porte sur l'Amérique latine, c'est quelque chose qui vous est cher. C'est quelque chose qui est très important, pas seulement qui m'est cher. Avant, on parlait de l'importance de trouver du capital humain en Espagne à un prix raisonnable. Et il faut savoir que pour une grande partie des pays latino-américains, dont l'espagnol c'est la langue véhiculaire officielle, l'Espagne reste encore un pont fondamental pour ce qui est l'Europe communautaire devant ce pays. Et pour nous, en tant que Chambre de commerce latino-américaine, le fait qu'il y ait 480 millions de personnes qui parlent espagnol et que cette zone représente 9,5% à 9,10% du PIB mondial, c'est un atout. Oui, ça ne peut pas être négligé. Ça ne peut pas être négligé. Et d'ailleurs, beaucoup de sociétés françaises, allemandes ou autres investissent en Espagne, à Madrid et d'autres zones d'Espagne, parce qu'elles considèrent qu'ils vont avoir les personnels adéquats pour se lancer dans une opération de commercialisation de ces produits au niveau vers de l'Amérique latine. Exactement. Donc c'est vraiment, l'Espagne, c'est la première marche, la première porte vers l'Amérique latine. Porte d'entrée. Ouais. La porte d'entrée. On pourrait dire une porte des étoiles. Il faut toujours faire attention avec les latino-américains parce qu'ils nous vendent beaucoup de choses quand même. Vous êtes en face avec ce projet, vos clients le ressentent comme ça? Oui, je confirme. Pour avoir vu passer plusieurs projets, l'Espagne comme porte d'entrée ou tremplin ou porte de départ, puisque oui. c'est parti depuis l'Espagne pour traverser l'Atlantique, c'est toujours une réalité. C'est une crédibilité acquise. C'est un plus pour arriver sur le continent Amérique latine. Alors, on va revenir sur la partie, justement, recruter du personnel dont on parlait tout à l'heure. On va aller interroger Emmanuel Mielvac. Alors, Emmanuel est président des CCE section Espagne. Alors, Emmanuel, difficulté pour trouver du personnel de qualité, vous nous dites? Trouver du personnel de qualité aujourd'hui à Madrid est un beau défi. On a aujourd'hui une telle rotation et une reprise qui est importante dans le domaine notamment technologique. C'est très difficile d'avoir de très bons ingénieurs disponibles par rapport à quelques années en arrière. Il y a eu, on dit, une fuite des cerveaux, même si c'est assez difficile à quantifier. On a quand même eu quelques beaux exemples de départ de personnes qui ont préféré trouver leur carrière, notamment en Allemagne, aux États-Unis ou ailleurs, et qui aujourd'hui essayent de revenir. Mais les conditions au niveau du coût salarial ne sont pas les mêmes. Il y a quand même une dévaluation économique importante, avec un coût salarial moyen qui a baissé environ de 10%. Maintenant, c'est vrai que le personnel est formé, de qualité, on parle de formation supérieure, c'est rien à envier aux Français. Alors justement, Philippe Araújo, comment vous avez vécu cette période et comment vous vivez cette période avec vos collaborateurs sur place? Ce qui a été dramatique, on peut dire, pour le pays, avec cette crise très forte, ça a été de voir le départ et la fuite, on peut le dire comme ça, de jeunes diplômés, de talents qui sont partis pour des raisons économiques, pour aller chercher du travail parce qu'il n'y en avait pas. Et comme ça a été précisé, vers l'Europe du Nord, vers l'Allemagne,
Et donc, pour le pays, c'est un appauvrissement. Donc, aujourd'hui, où l'économie va mieux et on voit les choses repartir, il est souhaité et souhaitable que ces jeunes cerveaux reviennent vers l'Espagne. Mais je pense qu'ils le feront, parce qu'un Espagnol qui sort de son pays, il n'a qu'une envie, c'est d'y revenir. Mais c'est aussi une opportunité pour les jeunes diplômés français, donc. Ah oui, il y a de l'opportunité pour certains domaines de compétences. Hein, on est bien d'accord. Oui. Mais on voit beaucoup d'étudiants français intéressés par l'Espagne pour y faire une partie de leurs études. Enfin, Erasmus aussi a beaucoup participé. Il y a un film célèbre. Hein, mais il y a toujours une très forte attirance de l'Espagne auprès des jeunes. Très bien. Un point particulier sur justement ces implantations, cette réimplantation, comment vivent vos clients leur recrutement actuellement? Le recrutement d'Espagne vers la France, oui, on est bien d'accord. Alors généralement, la plupart du temps, ils ont un bilingue qui se déplace d'Espagne en France. C'est vraiment la tête de pont, je dis bien de pont. Après, c'est beaucoup plus facile parce que ayant quelqu'un de leur propre entreprise qui habite, qui réside, qui est là systématiquement tout le temps, toute l'année, c'est beaucoup plus facile. Oui, sinon, ce serait absolument impossible. Essayer de passer par des recruteurs, voire avec l'aide des chasseurs de tête, des experts comptables, etc. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui se déplace dans un premier temps, le temps de monter une première équipe. Après, non. Après, je vois parce que j'ai un client qui a ouvert une dizaine de magasins en même pas 2 ans sur Paris, El Ganso. Non, mais vraiment, ils sont absolument brillants. Et systématiquement, après, ils ont décliné avec l'aide des premiers conquistadors, dirais-je. Avec l'aide des premiers, ils ont essaimé, ils ont fait ce qu'ils savaient très, très bien. Ils ont dupliqué assez facilement. Ils ont dupliqué absolument. Alors, Guillaume, un point particulier, parce que vous n'allez pas tarder de nous quitter, un point particulier que vous auriez voulu ajouter suite à tout cet échange sur l'Espagne et sur Madrid? Essentiellement sur l'Amérique du Sud, parce qu'effectivement... Madrid est pour nous la porte d'entrée. Donc, comme on l'a constaté aujourd'hui, elle fonctionne dans les deux sens, aussi bien entre la France et l'Espagne. Mais pour ce qui nous concerne, c'est entre l'Amérique latine et la France, où nous avons été accueillis par des partenaires qui sont très sensibles à l'accueil des capitaux étrangers et à la création d'emplois. Donc la chaleur madrilène a contribué sans aucun doute... Ça a bien réchauffé l'économie. Voilà, à la montée en puissance du partenariat vers l'Amérique latine, où se situe aussi une vraie appétence pour la France, l'Europe et des plateformes d'affaires, puisque nous accueillons, nous structurons les investisseurs individuels avec les sociétés françaises. Donc si vous aviez un message pour les entrepreneurs français, c'est n'hésitez pas, l'Espagne c'est quand même un bon endroit pour commencer. Sans aucun doute. Merci beaucoup Guillaume. Après, donc vous nous quittez sur ce plateau, mais on se reverra sûrement dans d'autres émissions et on peut vous suivre bien évidemment et votre parcours professionnel via le net. Merci et pour notre part, nous nous retrouvons juste après cette petite page de publicité. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour la 7e ville pour la 10e année consécutive, Madrid. Et j'accueille sur ce plateau Candice Laporte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Candice, vous dirigez une partie de Dinvan en Espagne. Oui, la partie espagnole. Non, la partie espagnole, voilà. Grosse implantation pour Dinvan en Espagne j'espère, dans très peu de temps, parce que c'est une implantation assez récente pour l'instant. Depuis un an et demi. D'accord. Pour votre part, vous êtes en Espagne depuis 15 ans. Donc, vous êtes presque espagnole plus que française. Oui, madrilène française et marseillaise. D'accord. Et vous êtes conseiller du commerce extérieur. Oui, secrétaire général de la section Espagne des conseillers du commerce extérieur de France depuis maintenant un an. D'accord. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les conseillers du commerce extérieur? C'est quand même important, c'est un rôle important pour nos chefs d'entreprise. Oui, c'est beaucoup de travail aussi. Donc en fait, le système des conseillers dans chaque pays, normalement, chaque secteur est représenté par le numéro 1 de l'entreprise au niveau local. Et ça nous permet de créer un groupe qui fait une veille, en fait, au niveau sectoriel sur l'ensemble du pays, chacun dans son secteur et dans sa spécialité. Donc, dans notre cas, évidemment, en général, les grandes entreprises françaises sont implantées surtout entre Madrid et Barcelone. Bien évidemment. Et on essaye au fur et à mesure d'arriver à capter des conseillers qui soient plus répartis. En tant que chef d'entreprise, si je veux m'implanter, en dehors de, bien évidemment, de prendre des conseils auprès... Enfin, ça, c'est valable sur tous les pays. Hein. Je pense qu'il faut quand même se faire accompagner à chaque fois qu'on tente l'aventure de l'international. Mais je dirais que sur un point de vue purement réseau, un point de vue connaissance du quotidien du dirigeant, le réseau des CCE est quand même là pour eux. Il est là pour eux. Il y a une partie des CCEF qui fait du mentoring, d'ailleurs qui peut aider éventuellement de manière gracieuse et forcément des PME qui sont en phase d'implantation, donc ont déjà été appuyées par une entreprise extérieure et qui peut faire un petit peu, on va dire, de parrainage ou d'aide au niveau de la connexion. Et ensuite, pour les entreprises, quand un chef d'entreprise arrive pour un nouveau poste, quand il fait une substitution et qu'il peut reprendre son poste de conseiller, évidemment que ça lui offre aussi un networking sur place assez intéressant. Bien évidemment. Alors, on va justement aller interroger Patrick Texido, donc, qui est consultant interculturel pour Berlitz, pour réaborder cette notion de vie dans l'entreprise. Dans l'entreprise, vous êtes toujours bien accueillis. Les personnes ont toujours des a priori positifs envers vous. L'ambiance est agréable. Au matin, vous allez boire le café avec vos collègues. À 11h, vous retournez prendre une petite collation, une tortilla, une petite bière. Et puis, on ira tous ensemble déjeuner un long moment. Enfin, le soir, avant de partir, il y aura souvent une petite fête pour un pot de départ, un anniversaire, une naissance, le fait d'avoir gagné un projet. Bref, il y a toujours une raison pour s'amuser, faire la fête, et ça se passe bien. Les personnes sont informelles. Ainsi, dans l'entreprise, on se tutoie. On tutoie son président. On tutoie aussi un ministre quand vous avez affaire à l'administration. Mais attention, le paradoxe, c'est que l'on tutoie, mais on doit respecter la hiérarchie. Vous tutoyez votre patron, et il vous tutoie, mais c'est lui qui est le patron et qui décide, et il ne faut pas l'oublier. Le patron est une personne importante en Espagne, on le respecte. Il est quelqu'un qui a le pouvoir, mais aussi le savoir. Et donc on attend beaucoup de lui, et on espère ne pas être déçu. Les Espagnols sont très bavards. L'Espagnol parle au travail, de son travail, mais aussi de sa vie familiale et personnelle. Il n'y a pas de tabou. D'ailleurs, plus on se confie dans le personnel, plus le lien humain devient fort, et plus le travail d'équipe en entreprise s'en trouvera renforcé. Merci à Berlitz de nous avoir apporté ce petit point de vue complémentaire. Alors justement, Candice, vous avez une grande expérience du management en Espagne. Comment vous voyez les choses sur la dimension interculturelle ? Il y avait quelques points qu'on a entendus qui sont effectivement réels, c'est-à-dire que le tutoiement se passe très très vite. Quand on tend la main pour saluer quelqu'un, en général, il la tire vers lui pour passer directement pour faire une bise. Et le tutoiement, c'est quasiment de vouvoyer quelqu'un, c'est presque un affront. C'est-à-dire c'est comme si on disait que l'autre personne était plus âgée.
La partie effectivement, à Madrid, on sort beaucoup. Il y a beaucoup aussi d'espaces de networking. Ça fait partie de l'ambiance de Madrid. Toutes les pauses, il n'y a pas 150 millions de pauses. On travaille, évidemment. Dieu merci. Et plus que jamais en ce moment. Donc, c'est de 9h à 14h et de 16h à 19h, 20h. Les clichés de la sieste de 14h à 17h à Madrid n'existent pas. Et voilà, par contre, il y a beaucoup de choses qui se font à l'extérieur, même les dîners. On ne va pas dîner chez quelqu'un en Espagne, même au niveau personnel. On dîne dehors, on va boire un verre dehors et on reboit un verre après le dîner si on a bu un verre avant le dîner. Donc ça, effectivement, c'est assez sur du long terme. Un complément sur cette notion d'interculturel. Oui, la notion culturelle est essentielle dans les affaires parce qu'il faut l'intégrer dans le projet. Les Français ont le défaut, je dirais, de penser qu'ils connaissent l'Espagne parce qu'ils y ont passé des vacances et que les Espagnols qu'ils y ont croisés étaient fort sympathiques et qu'ils se sont sentis chez eux. Mais dans les affaires, il y a quand même des caractéristiques qu'il faut intégrer. Et dans un projet d'implantation en Espagne, attention à ne pas commettre d'erreurs qui seraient de nature psychologique parce qu'on arrivera à des blocages. Moi, j'ai assisté à de nombreuses situations ou alors dans une situation de projet d'acquisition d'entreprises espagnoles par des Français. Il y a un moment où on ne se comprend pas dans la façon de communiquer, et c'est culturel. Et donc, c'est notre rôle à nous, c'est notre rôle de cabinet des conseils, culturel, d'accompagner pour faire en sorte que la mayonnaise prenne, parce qu'il y a tous les ingrédients pour que ça se fasse, mais il y a un niveau de blocage. Donc, cette notion culturelle est essentielle dans la notion des affaires. Et puis après, dans le développement du projet, on ne vend pas en Espagne comme on vend en France. Il y a toute cette spécificité culturelle qu'il faut intégrer dans la démarche. On va justement, pour reprendre un peu sur la notion de qualité de vie à Madrid, et interroger Emmanuel Vergine, donc, qui est chargé de développement chez CSE Executive Relocation. Il faut savoir que Madrid aussi est une ville très sûre. D'abord parce que Madrid et l'Espagne en général a le rapport de policiers par habitant le plus élevé en Europe. Et d'autre part, le style de vie des Madrilènes fait qu'il y a toujours beaucoup de monde dehors, dans les rues. Et donc quand on rentre le soir chez soi, on se sent toujours en sécurité. Merci, de retour sur ce plateau. Alors justement, on parle de qualité de vie, on parle de facilité, de qualité agréable pour Madrid. Question logement, comment ça se passe? Vous logez, vous habitez Madrid même? Oui, j'habite dans le centre. J'aime beaucoup vivre dans le centre et être au cœur de cette vie si atypique qu'on trouve à Madrid. Et quels sont les quartiers dans lesquels on peut, à votre avis, vivre très correctement en tant que Français quand on arrive sur place? Ça dépend des profils. On va dire qu'il y a un quartier qui est assez primé, en général, prisé par les étudiants, par exemple, qui est le quartier vers Moncloa, qui est près des universités, ou le quartier de la Latina, qui est assez jeune, où ça bouge, il y a les bars. Il y a le quartier de tout ce qui est Chambéry ou de la zone du Retiro, qui sont les quartiers plus famille. On est près des parcs, voilà. Et après, il y a tout ce quartier, on va dire, de Salamanca, qui est le quartier un petit peu chic, et où il y a aussi tous les grandes banques, grands cabinets d'avocats, les fonds d'investissement, etc. Ils sont plutôt dans cette zone-là. Sabino, je vous voyais réagir en direct. Oui, parce que moi, je suis natif de là-bas. Et il est vrai qu'aller à Madrid, moi, j'y vais à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois. Et systématiquement, c'est ce plaisir, la Calle de l'Arenal notamment, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor. C'est systématiquement plein de monde, mais qui a une envie de vivre, qui a une envie d'être dehors. La queue devant la pâtisserie, la queue devant le bar. Mais c'est pas grave, les gens font la queue, ils savent que leur tour va arriver et qu'ils vont avoir ce bonheur. Et c'est vraiment un bonheur d'aller là-bas. Francisco? Enfin, moi, j'ai habité à Madrid il y a longtemps. C'est vrai que j'ai vécu une année là-bas pour faire un master, des études de spécialisation. Et quand j'ai entendu que vraiment il y a une interculturalité agréable pour l'Espagne, c'est vrai. D'ailleurs, Patrick Teixido, il aime beaucoup l'Espagne, je connais bien. Mais des fois, il faut analyser tout ce qu'on dit par rapport à la taille moyenne des sociétés, comment ça se passe. Parce qu'on a souvent l'impression que dans les entreprises, on est 100, 150 salariés, il y a non, il y a beaucoup d'entreprises qui sont des petites entreprises, des petites structures, où les systèmes de contact, de collaboration ne se passent pas comme dans les grandes entreprises. Les Madrid d'il y a 20 ans que j'ai connu et les Madrid de maintenant, aujourd'hui il y a plus de vending dans les différentes grandes sociétés. Donc c'est vrai qu'on
il y a des espaces communs où on va prendre un café, mais des fois, les gens vont prendre le café, ils retournent au bureau et continuent à travailler. Et après, il y a différents quartiers à la mode, comme dans toutes les villes, comme à Paris. Comme dans toutes les capitales. On va justement interroger Francis Huss, qui est membre élu de l'AFE-UFE. Francis, description un peu de Madrid, comment vous le percevez? Madrid est une ville relativement récente, donc il n'y a pas beaucoup de choses anciennes. Quelques choses sont intéressantes, mais la ville a 3 siècles et demi. Et elle est agencée sur un centre-ville assez remuant. Actuellement, la ville s'agence autour des boulevards circulaires. Dès qu'on construit un boulevard circulaire, il se construit des bureaux et des maisons d'habitation autour de ce boulevard circulaire. Alors, réaction face à cette intervention, Francisco? Tout d'abord, la ville de Madrid, elle a été choisie par la couronne en 1561. Donc ça fait quand même 5 siècles, pas 3 siècles. C'est vrai qu'après, il y a eu des modifications importantes pendant les 18e et 19e siècles. Et le Madrid, aujourd'hui, il est bien divisé, en plus des problèmes de la couronne, dans les quartiers des Austria, de Salzbourg, comme on dit, et les quartiers de Salzbourg, il est reconnu encore comme un héritage du XVIe siècle, fondamentalement. Et c'est vrai que la circulation, c'est pas toujours évidente, mais les Madrilènes le prennent avec beaucoup plus de philosophie que des fois à Paris. Et les gens... Ils sont calmes dans les il y a des soirs pointes à Madrid qui se trouvent vers 1h du matin, 2h du matin. Alors, on va aller interroger Smart Expatriation sur les coûts de la location et les coûts de vie à Madrid. Si vous vous déplacez de Paris à Madrid, vous aurez une baisse du coût de la vie sur place de 3%. Mais vous serez surpris par le coût du logement qui sera assez élevé. Comptez environ 1 100 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France et les contributions sociales nettement inférieures. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € bruts à Paris, il vous faudra 50 200 € bruts à Madrid pour maintenir le même niveau de vie. Revenons quelques instants sur le coût de vie à Madrid. Ça vous semble juste ce qui a été annoncé par Smart Expatriation, qui est plutôt oui. expert du domaine? J'imagine. Non, ça m'a un petit peu étonné la différence pour vivre entre Paris et Madrid. En étant célibataire, effectivement, il y a des frais fixes qui ne changent pas beaucoup. La vie à Madrid est quand même moins chère qu'à Paris, je pense, au niveau de l'immobilier et au niveau des sorties, qui est quand même une bonne partie du temps. Je vais interroger mes deux pendulaires, comme on dit en Suisse. Comment ça Moi, je confirme. Moi, je pense qu'il y a une différence de niveau de vie en Espagne en général, mais à Madrid, si on compare les capitales, Madrid et Paris, qui est considérable. On vit beaucoup mieux avec le même salaire à Madrid qu'à Paris. Et le critère de sortie est un bon critère pour juger justement de cette qualité de vie. Les bars sont pleins, les restaurants sont pleins et les gens en sortent. Donc, malgré la crise et malgré les difficultés. Donc, c'est quand même un critère qui permet de mesurer ce qui reste à la fin du mois. Sabino? Oui, mais il est évident aussi que les Espagnols ont appris à vivre avec moins. Donc ici en France, lorsque nous sortons dans un restaurant, nous savons qu'a priori, ça va être un peu cher, la bouteille de vin va être multipliée par 6, 7, 8, et c'est accepté. En Espagne, ils vont prendre une bière, ils vont prendre des tapas et ils vont passer une soirée formidable. C'est une façon de vivre un petit peu différente. Ils ont revu ça un petit peu à la baisse, mais ils vivent très, 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 très bien. Merci beaucoup. On se retrouve après une petite page de pub pour parler de l'éducation et de la formation. De retour sur le plateau pour ce dernier plateau sur l'éducation. Alors, vous avez 2 enfants qui sont scolarisés à Madrid. Alors, en dehors des grands clichés, et je dirais comme tous les enfants font de temps en temps, aïe, aïe, caramba. Et bien là, comment ça se passe pour vos enfants sur place?
Mes enfants, en fait, ils ont commencé leur scolarité à l'école espagnole. Donc, dans mon cas, ils sont nés en Espagne et jusqu'à cette année où ils ont commencé à étudier au lycée français, ils étaient immergés dans le système espagnol. Moi, je trouve que c'est un système qui est plutôt sympathique. En Espagne, c'est des écoles qui sont bilingues dans un circuit qui est semi-public. Donc, ils ont autant d'heures d'espagnol, que d'anglais. Donc, ce qui est quand même assez... je trouve assez extraordinaire et à la portée de pas mal de monde. Un système d'éducation de grande qualité. Oui, alors après, au fur et à mesure des années, quand ils ont instauré ce nouveau système de bilingue, ils ont instauré la mise en place de professeurs qui étaient bilingues. Parce qu'au début, première fois que mon fils est arrivé, qui m'a dit aujourd'hui j'ai appris mushroom à l'école, j'ai mis un sacré temps à savoir quel était le mot original. Mais maintenant, ça y est, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment implanté et ça marche plutôt bien. Sachant que s'il y a une grosse lacune en espagnol, au niveau de l'anglais, sur une certaine génération, quand je suis arrivée, j'étais assez effarée par le nombre de personnes qui parlaient le français et qui ne parlaient pas forcément l'anglais. Très bien. Un point particulier sur justement la maîtrise de l'espagnol dans le monde et... En fait, quelques secondes. Hein. Comme vous savez, nous avons un centre de formation à la Chambre de commerce et la société, et nous faisons beaucoup de formations pour des Français qui veulent s'installer en Hispano-Amérique. Et donc, on a des collaborateurs espagnols qui nous permettent d'avoir cette autre vision de profondeur par rapport au monde hispano-américain, avec la proximité d'un espagnol, fondamentalement. Et il faut savoir qu'à Madrid, il y a quand même 17 universités, il y a des écoles de commerce qui sont réputées au monde. Très réputées, et comme le disait Philippe, ils accueillent énormément d'étudiants Erasmus, entre autres français. Alors, justement, et on va bientôt clôturer cette émission sur Madrid. Alors, comme vous êtes un habitué, mon cher Francisco, vous allez déjà pouvoir nous annoncer la ville de l'année prochaine. En effet, on a réfléchi sur quelle pouvait être la ville de l'année prochaine et on a considéré que La Coruña était un candidat magnifique, étant donné que La Coruña, c'est 6 heures de Madrid par la route, mais aujourd'hui avec les trains de haute vitesse, ça se rapproche. Par ailleurs, il y a une grande plateforme logistique à La Coruña qui est très important et le port extérieur qui a été construit ou commencé à construire il y a quelques années, qui sera opérationnel l'an prochain, La Coruña. Parce qu'on ne va pas faire l'émission tout de suite, Francisco. Mais il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer. Alors, je vous remercie tous les quatre et bien évidemment notre ami Guillaume d'avoir participé à cette émission. Bien évidemment, vous pouvez nous suivre sur hashtag, alors excusez-moi, 24 heures chrono TV, le chrono et le H étant bien évidemment l'heure, 24 H chrono TV, et nous nous retrouvons dans quelques instants pour la 9e heure de direct de Québec au Canada.